Un bras de fer est en cours. Pas une guerre classique. Pas de chars, pas de missiles, pas de déclarations officielles. Et pourtant, c'est la plus grande bataille géopolitique du XXIe siècle. Elle se joue dans un silence presque total des médias. Une guerre faite de ports, de chemins de fer, de réseaux électriques, de contrats miniers et de milliards de dollars. Une guerre pour le contrôle d'un continent entier. D'un côté, la Chine. De l'autre, les États-Unis. Au milieu, l'Amérique latine. Et ce que vous avez vu dans les journaux comme une opération anti-drogue spectaculaire, l'arrestation de Nicolás Maduro sous l'ère Trump, n'a presque rien à voir avec la drogue. C'était le premier coup visible d'une partie qui se joue depuis 20 ans et qui entre aujourd'hui dans sa phase la plus intéressante. Avant d'aller plus loin, posons les chiffres. En 2024, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Amérique latine a atteint 518 milliards de dollars. En l'an 2000, ce chiffre était de 12 milliards, une augmentation de 4000% en 24 ans. L'Amérique latine détient 60% des réserves mondiales de lithium. Sans ce lithium, les voitures électriques, les smartphones, les batteries et toute la transition énergétique moderne n'existent tout simplement pas. Et enfin, il existe un document officiel américain de 31 pages, la National Security Strategy, qui consacre plus d'espace à l'Amérique latine qu'à l'Europe ou à l'Asie. Ce document est le socle d'une doctrine que Donald Trump lui-même a baptisée la doctrine de Monroe. C'est un jeu de mots entre Donald et la doctrine Monroe. Si cette doctrine fonctionne, elle redessinera la carte du pouvoir mondial. Si elle échoue, elle pourrait marquer le début de la fin de l'hégémonie américaine. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut faire un saut en arrière. Nous sommes en 1823. Le président américain James Monroe se présente devant le Congrès et prononce une phrase qui, à l'époque, fait presque sourire. Les puissances européennes ne doivent plus intervenir dans les affaires du continent américain. L'hémisphère occidental relève désormais de la sphère d'influence des États-Unis. La scène est presque absurde. En 1823, les États-Unis sont une jeune nation fragile, ancienne colonie britannique, avec quelques millions d'habitants tassés le long de la côte Est. L'idée qu'ils puissent protéger tout le continent, du Canada à la Terre de Feu, contre les empires européens, relève de la fantaisie. Et pourtant, cette phrase devient la doctrine Monroe. Une doctrine qui va structurer 200 ans de politique américaine en Amérique latine. Pendant près d'un siècle, elle reste surtout théorique. Les États-Unis n'ont pas encore la puissance militaire pour l'imposer. Puis en 1904, Theodore Roosevelt arrive. Roosevelt transforme la doctrine Monroe en quelque chose de radicalement nouveau. Il déclare que les États-Unis ont le droit et le devoir d'agir comme police internationale dans l'hémisphère occidental. Cela signifie une chose très simple. Si un pays d'Amérique latine fait quelque chose qui déplaît à Washington, les États-Unis interviennent. Et ils ne se limitent pas aux déclarations, ils le font. En République dominicaine, à Cuba, en Haïti, au Nicaragua, puis plus tard, le Guatemala, la baie des Cochons, le Chili et le coup d'État contre Salvador Allende, le soutien à Pinochet, les contrats au Nicaragua. Et chaque fois, la justification change. D'abord empêcher l'Europe, puis combattre le communisme. Mais le principe reste identique. L'Amérique latine est le jardin arrière de Washington. Puis la guerre froide se termine. L'Union soviétique s'effondre. En 2013, le secrétaire d'État John Kerry déclare officiellement que l'ère de la doctrine Monroe est terminée. Coopération, partenariat, le respect mutuel. Mais cette déclaration était une illusion. En 2019, sous le premier mandat de Trump, John Bolton proclame que la doctrine Monroe est vivante et en pleine forme. Et sous le second mandat de Trump, elle revient sous une forme renforcée, modernisée, assumée. La doctrine Monroe, et ce n'est pas un simple slogan. En décembre 2025, la National Security Strategy publie un document de 31 pages. Il désigne explicitement les compétiteurs non hémisphériques tels que la Chine, la Russie, l'Iran comme menaces existentielles. Et il annonce clairement la méthode. Pression économique, levier financier, coercition technologique, sanctions secondaires. Le message est simple. Soit vous êtes avec nous, soit vous en paierez le prix.
Avant de continuer, merci de vous abonner, likez la vidéo pour nous soutenir et référencer la chaîne. Continuons. Et la carotte, d'une part c'est le Salvador. Nayib Bukele devient l'élève modèle. Un soutien personnel de Trump, une explosion du tourisme, un contrat de 5 millions de dollars pour incarcérer des déportés américains et l'extradition de chefs de gang recherchés. En échange, loyauté totale. D'autre part, l'Argentine de Javier Milei reçoit un paquet de 20 milliards de dollars juste avant des élections cruciales. Milei soutient Washington sur le canal de Panama contre tous les autres dirigeants régionaux. Le bâton c'est le Brésil de Lula. Droit de douane agricole de 50%. La Colombie de Gustavo Petro. Les aides bloquées. Les sanctions personnelles. Le message est clair. Et pendant que les États-Unis menaient des guerres en Irak et en Afghanistan, la Chine achetait. En 2024, la Chine atteint 518 milliards de dollars de commerce avec l'Amérique latine. La Chine est devenue le premier partenaire commercial du Brésil, du Chili, du Pérou, de l'Uruguay et de l'Argentine. Mais surtout, elle construit. Construction du port de Chancé, au Pérou d'environ 3,5 milliards de dollars. Propriété majoritaire de Cosco, entreprise d'État chinoise. Le port de Chancay est capable d'accueillir des navires plus grands que ceux du canal de Panama. Un corridor maritime direct Shanghai-Amérique du Sud. Avec un temps réduit de 35 à 23 jours. Et des coûts réduits de 20%. Au Brésil, le State Grid Corporation of China contrôle des segments clés du réseau électrique. 12,5 milliards déjà investis. 40 milliards supplémentaires prévus d'ici 2030. Si vous vivez à São Paulo ou Rio, vos lumières dépendent peut-être d'une infrastructure chinoise. La Bolivie, l'Argentine et le Chili possèdent 60% du lithium mondial. Sans lithium, on n'a pas de voitures électriques, pas de batteries, pas de transition énergétique. Les accords boliviens avec CATL, entreprise chinoise, et Uranium One, entreprise russe, ont déclenché l'alarme à Washington. Sans ce lithium, on n'a pas de Tesla, BYD, Ford, GM ne peuvent pas exister. Pour contrer la menace chinoise, les États-Unis utilisent les droits de douane, les sanctions secondaires et les pressions politiques. Le Mexique commence à imposer 50% de tarifs sur les produits chinois. Panama expulse les opérateurs chinois du canal. La Bolivie veut rompre ses contrats. Mais le Venezuela montre que la force militaire n'est plus théorique. La Chine ne peut plus reculer. Elle dépend du fer brésilien, du cuivre chilien, du lithium bolivien, du pétrole vénézuélien. Quelques heures après l'opération américaine au Venezuela, Pékin lance les exercices Justice Mission 2025, simulant un blocus de Taïwan. La Chine envoie un message. Si vous agissez dans votre hémisphère, nous agirons dans le nôtre. Ce n'est pas une crise ordinaire. C'est une compétition entre les deux puissances. Soit l'Amérique contrôle l'hémisphère, soit la Chine sécurise ses ressources. Mais les deux ne peuvent pas gagner. Pendant 20 ans, les pays latino-américains ont joué les deux camps. Aujourd'hui, ils sont forcés de choisir. Et certains résistent. Le Brésil, le Mexique, Cuba, le Nicaragua. Des analystes américains comme Daniel Drezner affirment que la doctrine Monroe n'est pas une vraie stratégie, mais une série d'actions désordonnées. Avec les personnalités différentes, les différentes priorités. Aucune vision unifiée. Et surtout, une hypothèse risquée. Que la coercition suffira à effacer 20 ans d'intégration chinoise. La Chine offre ce que l'Amérique n'offre pas. Les investissements sans condition, les infrastructures concrètes, sans leçon de morale ou de culture. Les États-Unis offrent des ultimatums. La Chine offre du béton. Pensez-vous que la doctrine Monroe peut réussir? Partagez vos avis en commentaire. Cependant, si elle échoue, elle ne sera pas vue comme un retour de la puissance américaine, mais comme le moment où l'Amérique a perdu son jardin arrière. Le décor est en place, les hostilités ont commencé. Au Venezuela, une vieille doctrine est revenue. On lui a donné un autre nom. Mais au fond, c'est la même menace. Si vous aimez cette analyse du Journal de l'Innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.